Sérieusement? Je veux dire, la dernière fois qu'on m'avait fait sauter le bureau, j'avais juste dit du mal de Pirates des Caraïbes 5 et du bien du film Death Note. Là maintenant, j'ai dit du bien des transgenres et j'ai dit du mal de Donald Trump. Et ils ont rien fait? Je veux dire de... Attends une seconde. Ah! Ils se sont contentés des commentaires YouTube et de Twitter. Je sais pas si je devrais être triste ou ravi qu'ils soient plus civils que des fans de films, mais... Voilà quoi, là d'un coup je les prends beaucoup moins au sérieux les mecs. Bon après, voilà, je vais pas m'en plaindre, c'est cool que le bureau soit toujours intact et je vais pouvoir faire de nouvelles vidéos là... 30 secondes. Ouais, allô, il y en a encore un qui a sauté. Je sais pas, là, les fans de la prélogie ou une connerie dans le genre, voilà. Donc ouais, il m'en faudrait un nouveau. Ouais, dans le nord de préférence, voilà, dans le nord. Loyer maximum? Disons 0 €. Si on peut me payer pour y habiter, ça m'arrangerait en fait. Bonjour et bienvenue à Berg, la ville que 95% de la population française connaît uniquement parce que bienvenue chez Echti. Bienvenue chez Echti a laissé une marque indélébile dans le paysage du cinéma français. Il a pété le box-office de façon disproportionnée, la même année que The Dark Knight, amenant une ribambelle de produits dérivés. T-shirts, BD, mugs, des magasins qui utilisent le mot ch'ti pour compter sur la popularité du film, des jeux vidéo célèbres pour leur médiocrité insultante, des remakes plus ou moins existants, des chansons, des preuves que l'humanité mérite de mourir, et un film porno. Avec comme tagline, sortez vos biloutes. Ça va pas un peu rendre ton film porno chiant, là? Ça aurait pas été mieux Beyrouth dans ce cas précis? Bref, en plus de tout ça, le film a influencé l'industrie du cinéma français elle-même en favorisant la création d'un César du public. Attribué pour la première fois en 2018, comme par hasard, à un film de Danny Boone. Voilà ce que j'ai su. Voilà ce qui se passe. Ouais, genre, les Césars, c'était pas assez superficiel comme ça, hein, faut en rajouter, hein. Et les Oscars aussi veulent faire un tour pareil, je veux dire... ça veut plus rien dire ces bibelots dorés maintenant. Faut leur refiler ça, voilà, faut leur refiler une vache, voilà, comme ça, ils arrêteront de demander des récompenses, c'est con. Enculé. Bref, un engouement exagéré qui fut vite suivi d'un ras-le-bol et d'une critique acerbe encore plus exacerbée, exprimée par pas mal de cinéphiles ainsi que par pas mal de grands penseurs comme Jean-Marie Le Pen. J'ai vu ce film, je l'ai pas trouvé bon. Est-ce que c'est mon droit? Est-ce que j'ai le droit de le dire encore en France? Ou bien est-ce que c'est subversif? Non, tu as totalement le droit de pas aimer Bienvenue chez Echti. Non, bien sûr, je me doute qu'à l'époque ça devait être vu comme un crime ou quelque chose, mais non, tu as parfaitement le droit de pas aimer un film populaire. Je suis rarement d'accord avec toi, Dieu merci, mais voilà, là t'as parfaitement le droit. Du coup, je suis curieux, pourquoi t'as pas aimé le film? Moi, je connais bien le Nord et le Pas-de-Calais. Eh bien, les gens du Nord et du Pas-de-Calais, ils ressemblent pas aux héros de ce film. C'est bien normal qu'ils soient arabes tous les deux. Évidemment. T'étais à 2 secondes de faire un discours sans conneries. Mais oui, attends. Je vais appeler l'hôpital, ils vont s'occuper de toi, t'en fais pas. Et pour ceux qui poseront la question, oui, Danny Boone et Cadmerade ont des origines algériennes. Même si le premier a vécu toute sa vie dans le Nord, il y a des origines du Nord, vu que sa mère venait du Nord, justement. Mais bon, c'est pas comme s'il avait besoin de se justifier auprès d'un connard raciste, hein. Et pour Cadmerade, on s'en fout parce que son personnage n'est pas censé venir du Nord, donc... Aussi, Danny Boone n'est pas arabe mais kabyle. Mais bon, ça, bien sûr, tu t'en fous, hein. S'ils sont tous pareils, de toute façon, c'était tous que des cibles durant la guerre d'Algérie pour toi, hein. C'était trop réel comme caille, putain. Passer du film français le plus populaire au film français le plus détesté en 2-3 ans, c'est quand même un record. La Grande Vadrouille, on a dû attendre la 400e rediffusion à la télé avant d'en avoir marre. Même la suite spirituelle, parce que ça ne fait pas vraiment suite à l'histoire de Bienvenue chez Echti, eh ben il est sorti dans la différence totale tant les gens ont eu leur dose des ch'tis. Allô? Les pompiers? Je suis sur un film de Danny Boone. Je veux dire, je comprends que ça saoule un film comme ça avec autant de succès, c'était un peu les mignons de cette époque, mais ce genre de réponse arrive aussi à des bons films qui ne méritent pas d'être détestés, encore moins pour une question de hype auquel certains n'accrochent pas. Donc du coup, la curiosité me pousse à poser la question que personne ne veut poser, on n'exagérerait pas un peu la nullité de Bienvenue chez Echti? Et nous sommes ici justement pour en savoir plus sur ce phénomène. Mais avant de parler du film lui-même, parlons de son responsable. Le cas de Danny Boone. Donc je sens que ce que je vais dire va faire piquer une crise à pas mal de monde, mais... j'aime Danny Boone. Non, sérieux, je l'aime beaucoup, c'est même probablement un de mes comiques de stand-up et one-man show français préférés, avec Alexandre Astier et Pido. Vous connaissez pas Pido?
Ah bah je vous le conseille, c'est un excellent comique corse. Hein. Je vous conseille notamment son spectacle Bienvenue en Corse et bonne chance. Ici, c'est pas chez les ch'tis, je vous le dis. Bon oui, tous ces sketchs ne sont pas de l'or en boîte, je suis d'accord, et il a pas mal de ratés par-ci par-là, mais il a un style humoristique qui part dans un délire qui est proche du cartoon. Dans la base, il est assez classique comparé à d'autres comiques, à savoir... Il m'arrive des choses dans la vie, je les écris, je les apprends, je vous les raconte et vous rigolez. Ah ouais, comme ça. Mais là où un comique classique se contente de dire et de critiquer ses anecdotes de la vie quotidienne, Danny Boone amène à des proportions improbables qui fait que tu ne vois plus une anecdote, mais un épisode des Looney Tunes. Ça, plus le fait que sa voix varie très souvent et donne une énergie à ses sketchs qui... peut saouler certains, je le comprends tout à fait, mais moi ça me fait mourir de rire. En fait, le sketch qui pour moi représente tout ce que j'aime chez Danny Boone, c'est Laisse-moi t'aimer. Base simple, un chanteur sur des câbles qui fait une intro classe pour sa chanson, et tout part mal. Il ne touche pas terre, les câbles remontent, il crame sous les projos, il arrive pas à se détacher, il engueule l'équipe technique, c'est pratiquement un court-métrage de dingo à ce stade. Donc il a un vrai potentiel pour faire des comédies ambitieuses, populaires, créatives et hilarantes. Un Buster Keaton moderne en gros. Mais ça, c'est Danny Boone sur scène. Au cinéma, il est sous-exploité. En fait, les seuls films à avoir bien exploité le potentiel de Danny Boone sont Rindin de Fred Cavaillé, même si ça pourrait être mieux, et le très chouette Micmac à Tire-Larigot de Jean-Pierre Jeunet. Mais ces autres films, ce sont des produits industriels indissociables que la comédie française nous balance tout le temps pour remplir les cases horaires des chaînes de télé, de préférence avec un comique célèbre. Vous pouvez les reconnaître, c'est ceux qui ont toujours une couleur unie à l'arrière de l'affiche et juste les célébrités faisant des conneries devant. Ouais, cinéma français, exceptionnalité culturelle, mes couilles. Finalement, on fait comme les Américains dans les années 90, hein. Ou des comédies DreamWorks. Mais avec moins d'ambition. Mais ça, c'est juste le traitement du cinéma français. Peut-être que quand il réalise lui-même, bref, quand il a le contrôle de son projet, il pourra mieux exploiter son potentiel. Non, c'est mieux, mais toujours non, voilà. Danny Boone est tellement sous-exploité que même lui se sous-exploite. C'est triste. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être est-ce l'industrie française elle-même qui empêche vraiment toute forme d'ambition créative. Peut-être est-ce Danny Boone lui-même qui ne se sent pas assez confortable au cinéma pour se permettre l'humour qui marche tant dans ses spectacles. Ou peut-être que ce sont les concepts de ses films qui lui permettent pas de faire des délires imaginatifs et astucieux. C'est un peu le même problème qu'Adam Sandler en fait. En beaucoup moins pire. Danny Boone est encore loin d'un Jack et Jill, je vous rassure. Et le parfait exemple de ce qui va pas dans ses films, c'est le premier film qu'il a réalisé, La Maison du Bonheur, adaptation de sa propre pièce de théâtre, La Vie de chantier. Vache, on doit au moins lui reconnaître ça, c'est que c'est un putain de bosseur le mec. Et la pièce de théâtre est 1000 fois mieux que le film, et on comprend vite pourquoi. Déjà, la façon de jouer. Dans la pièce, c'est plus explosif, plus fou, plus énergique, ça atteint les proportions Looney Tunes dont je parlais. Dans le film, c'est à peine s'il chuchote. Ce qui gâche pas mal de gags et de dialogues. Pourquoi ça pend là partout? Quoi? Qu'est-ce qui parle là partout? J'avais pas vu les câbles là partout là. Expliquez-moi pourquoi ça pend là partout. Mais quoi? Qu'est-ce qui parle là partout? Mais là, les câbles là partout là. Justement, au sujet des câbles. On voulait vous demander, voulez-vous les cacher dans un faux plafond ou alors comme ça, ça part? Je crois que j'ai pas bien compris là. Caché dans un faux plafond ou comme ça tout apparent? Comme ça tout apparent. Ah bah oui, bah justement, à propos des câbles, on voulait vous demander, voulez-vous les cacher dans un faux plafond ou comme ça, tout apparent? Vous vous foutez de moi là? Évidemment caché dans un faux plafond. Ah merde! Mais c'est sûr! Il me demande si c'est sûr. Évidemment caché dans un faux plafond. Ah merde! Mais c'est sûr! Mais bien sûr, c'est sûr. Mais évidemment c'est sûr. Mais enfin, il n'y a même pas besoin de réfléchir. On met le câblage dans le faux plafond, on le fait sans réfléchir. C'est pas mon métier, je le sais. Les câblages c'est un faux plafond, c'est pas mon métier, je le sais. Ça, plus le fait que les personnages sont bien mieux utilisés dans la pièce que dans le film. Je veux dire, rien que la femme de Danny Boone, quoi. Dans le film, c'est juste une femme lambda. Même pas la Michel Larocque caractérielle habituelle, non, encore plus lambda que ça, quoi. Là où dans la pièce de théâtre, c'est une bourge qui demande beaucoup à son mari, qui est pratiquement un tapis pour elle. Ce qui rajoute une autre proportion cartoonesque à la situation. Et rajouter des gags sur la vie sexuelle de sa fille, déjà, c'est douteux comme gag, mais en plus, ça enlève l'impact de la fin où elle finit avec le plombier maçonnier. Non, c'est pas moi qui ai fait de faute. C'est comme ça qu'ils disent dans le film et dans la pièce de théâtre. C'est écrit sur ma camionnette! Pinto, plombier, maçonnier!
Maçonnier. Maçonnier. Bon après, la pièce n'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein. Elle peut être chiante selon votre degré de tolérance pour les pièces de plus de 2 heures, avec des dialogues plus criés que parlés, et des personnages comme Pinto et la femme de Danny Boone. Mais elle avait une identité et une logique qui est sacrifiée pour un téléfilm TF1. Après, je reconnais, plus il fait de films, et plus il tente des trucs. Je suis toujours ahuri de voir que Superchondriac, ce film qui a littéralement une promesse de comédie américaine à la Jerry Lewis, part carrément en révolution d'un pays durant son final. Spoiler vous aviez prévu de voir le film avant que je vous parle de la fin de toute façon? Donc il va le faire au moins. Même la petite famille parvient à faire de la comédie boonesque comme il faut. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est une sacrée bouffée d'air frais. Mais qu'en est-il de Bienvenue chez Ch'ti lui-même? Après tout, on est là pour ça. C'est le film le moins ambitieux de toute sa carrière de réalisateur. Et maintenant, votre feuilleton dominical. Bienvenue chez Ch'ti n'est pas le pire film du monde. C'est même pas le pire film français. Ce n'est même pas le pire film de Danny Boone ou le pire film avec Danny Boone. Ce titre revient à Le Code a changé, parfaite incarnation du temps perdu. Et même niveau film pas politiquement correct avec Danny Boone, il y a Pédale dure, où Danny Boone est gay. Je vous laisse imaginer l'horreur du stéréotype. Et de l'autre côté du lit, qui est le film avec Danny Boone qui remonte le plus loin dans le temps des comédies américaines, avec une promesse de comédie des années 50. Sophie Marceau va au travail, tandis que son mari Danny Boone s'occupe des enfants et de se faire à manger. Comme c'est incongru, que des cocasseries hors normes. Restez dans votre case, sinon on fait des films sur vous pour vous ridiculiser. Années 50 pour toujours. Status quo, status quo. Et après on se demande pourquoi le cinéma français a cette image de vieux papy ringard, hein. En fait, en soi, Bienvenue chez Ch'ti est serviable. C'est une chouette petite comédie à voir en famille après un épisode de Zorro ou d'une imitation Canteloup. Bref, un téléfilm France 3 ou TF1 quoi. Je veux dire, même l'écran titre fait plus téléfilm que film. Honnêtement, c'est le plus grand crime de ce film, le même crime que Spider-Man Homecoming. Avoir si peu d'ambition et de créativité. À peine une production télé peu inspirée. Et pourtant, il explose le box-office et a des fans très enthousiastes. Mais de l'autre côté, je vois pas quoi lui reprocher. L'humour marche suffisamment bien, les personnages sont mignons, la réal... Ouais non, c'est tout ce qui pêche selon moi. Ça est le concept qui, finalement, raconte rien pendant une grande partie du film. L'histoire reprend un style d'histoire très surfait. Vous avez le mec venant de la grande ville qui se perd dans la superficialité, arrive dans une petite ville modeste et y apprend des valeurs simples et authentiques qui l'aident à mieux vivre et voir l'artificialité de sa vie dans la civilisation. Vous avez ce schéma dans Doc Hollywood, Cars ou dans une pub de fromage à l'ail et fines herbes. Mais là, c'est moins bien raconté. Parce que le personnage de Cadmerade n'est pas un connard trop accroché à la modernité comme souvent dans ce schéma. Le mec a même peur de bosser à Paris pour dire. Ah non, pas à Paris. Me dis pas qu'il m'envoie à Paris. Pas à Paris. Donc l'évolution est moins prononcée et ça se limite à... Ah en fait le Nord c'est pas si mal. Et c'est pas cool de mentir. Ça plus le fait que les scènes n'ont pas de réelle transition entre elles. Je veux dire, une scène tu vois de Cadmerade juger Danny Boone parce qu'il boit trop. Et juste après tu les vois faire les fous sur la plage. Il manque un truc là, non? L'histoire est oubliée pour un enchaînement de scènes sans fil conducteur ou évolution concrète jusqu'au 3e acte. Donc narrativement, le film est assez vain. Faut dire, à la base, le film, c'est quand même l'adaptation d'un sketch, hein. Mais c'est une langue magnifique, le ch'timi. Par exemple, en ch'timi, on ne dit pas « Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question ». On dit « Ah ». C'est pas compliqué de parler le ch'timi. Par exemple, nous autres, on dit pas « Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question ». On dit « Ah ». Bilout, c'est du vieux ch'timi, ça veut dire... ça veut rien dire. Ça veut dire petite quéquette. Et ça veut dire quoi, Bilout? Bilout, ça veut dire... Ça veut rien dire. Je veux dire petite quéquette. Il y a un proverbe ch'timi qui est vrai et qui dit « Quand il y a un étranger qui vient vivre un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleure 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. » Il y a un grand proverbe ch'timi qui dit « Quand il y a un étranger qui vient vivre dans le Nord, il braie 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. » Donc ouais, un truc de 5 minutes adapté en film d'1h30. Pas facile, pas vrai, Tom et Jerry? Il nous faut absolument du fric. Donc ouais, pas vraiment la meilleure des bases pour faire un film complet. Et on a tendance à le pardonner pour une comédie dans le genre, mais en vrai c'est pas une excuse. Il y en a qui arrivent à faire une bonne adaptation en film d'un sketch, comme Guillaume et les garçons à table, mais comme je l'ai dit, Danny Boone a beaucoup à apprendre au niveau film. En fait,
Quitte à jouer les comparaisons, beaucoup de comédies, surtout à l'époque, démontraient bien plus de compétences narratives et d'ambition que Bienvenue chez les Ch'tis. Rien qu'en film français, Le Dîner de Con avait un meilleur fil narratif, mais avec une échelle de production moindre, vu que ça se passe à 99% dans un salon. Et Mission Cléopâtre, qui était tout aussi décousu, mais était plus ambitieux niveau production, décor, effets et tout. Et bien sûr, niveau comédie du reste du monde, à quelques kilomètres de Berg, les Anglais ont fait Hot Fuzz un an avant. Donc ouais, comparé à tout le reste de la comédie, Bienvenue chez les Ch'tis fait peut-être rire, mais c'est pas au niveau de ces autres comédies qui arrivent à faire rire tout en étant d'excellents objets cinématographiques. Donc finalement, la seule réelle ambition du film, c'est d'avoir été tourné dans le Nord. Bizarrement pas impressionné. C'est pas ça le problème. Pardon ? Si le film se contentait d'être moyen, ça irait. Le problème c'est qu'il renvoie une image stéréotypée du Nord. Ah, ça! Oh, ça va être chiant. Bienvenue chez les stéréotypes. Ouais, la principale critique du film repose sur le fait que le film serait cliché, condescendant et humiliant pour la population du Nord. Michel Quinte, par exemple, reprochait au film d'être démagogue et populiste, disant même que Danny Boone faisait des maladresses qu'il a lui-même fait, mais qu'il cherchait à corriger ça. Là où Danny Boone s'y engouffrait totalement. Même des sociologues s'en sont plaints, parlant du repli d'une certaine France sur son passé pour nier des problèmes d'actualité, la technique Jean-Pierre Pernaut en somme. Et c'était pire avec la plupart des spectateurs. Suffit de voir les gens de l'époque qui parlaient un accent ch'ti comme si c'était suffisant pour être drôle. Ou encore cette fameuse banderole durant un match de foot, pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les Ch'tis. Bravo bande de cons, vous essayez d'imposer un cliché discriminatoire en prenant en exemple un film qui contredit totalement ce cliché discriminatoire. Oups. Ouais, je ne comprends pas trop cette critique, parce que le film ne confirme aucun des clichés habituels sur le Nord. Au contraire, il est démoli totalement. Il les ridiculise d'abord avec des caméos de Michel Galabru et Patrick Bosso qui surdramatisent la vision du Nord, et Cadmerade et sa famille qui voient sa mutation à Berg comme une condamnation à mort. Pour ensuite contredire tout ça durant les interactions avec Danny Boone et les autres ch'tis, qui sont gentils, sages, bref, des gens bien. Pas les tarés qu'on imagine quand on parle du Nord, quoi. Oh, mais le seul ressort humoristique du film, c'est l'accent ch'ti? Non. Non, pas du tout, non. L'humour a différents styles et ressorts, comique de situation, comique de quiproquo, menteur qui s'engouffre dans ses mensonges, cascade, alcool. Bon, ok, peut-être pas un bon exemple, mais le film montre bien que c'est un cas isolé. Et l'humour en rapport avec l'accent ch'ti, c'est pas les ch'tis eux-mêmes qui sont censés faire rire, mais Cadmerade qui ne les comprend pas. Je suis fort content de lire un Trocadzusti qui va s'occuper de ma compte à banque. Parce qu'il faut pas me raconter des carabistoules, hein. Faut pas m'embaver, hein. J'ai pas compris, là. Faut là me baver des carabistoules, ami, hein. Je marche pas, ce truc. Et que c'est que t'es barin. 2 secondes, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'envoie catégramme de matériel pour ma gardin. Je sais qu'il y a vos Ford rachés, un berdoule. Je crois que c'était mieux avant. Bon après je dis pas que c'est une critique d'offenser du dimanche, je refuse de dire LGW. Non, je pense tout simplement que les gens n'ont pas bien compris l'humour de Bienvenue chez les Ch'tis. Je sais pas comment vous faites pour vous faire bolosser intellectuellement par Bienvenue chez les Ch'tis, mais voilà. C'est pas à peine de foutre de ma gueule si je comprends pas quelque chose. Le film se moque bien plus des Français type parisiens, les bobos qui voient les autres régions comme des rassemblements de provinciaux arriérés et de débiles inférieurs. La direction me propose de passer 2 ans dans le Nord. J'accumule des points. Comme ça, je suis prioritaire sur tout le monde, sur tous les postes de la Côte d'Azur. Parce qu'en termes de barème, revenir de 2 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est comme si on était handicapé. Le sketch d'origine y insistait beaucoup plus d'ailleurs, au point que les ch'tis n'étaient même pas le vrai sujet de ce sketch. Juste une comparaison pour montrer que les Parisiens sont chiants, pour illustrer encore mieux que les ch'tis sont cool. Une des villes où il y a le plus de touristes, c'est Paris, c'est ici. Ben c'est sûr, c'est une belle ville, hein. Il y a des beaux monuments et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a des Parisiens devant les monuments, c'est que ça. Bah ça gâche le monument qui est derrière, hein, moi je dis. Seulement, il y a une frange du public, pas spécialement visée, mais suffisamment riche pour pouvoir payer sa place de ciné plein tarif 5 fois par mois, appelée en marketing les CSP+. Pour catégories socio-professionnelles supérieures. Genre chef d'entreprise, cadre, profession intellectuelle, j'aime rouler en grosse bagnole et j'aime sentir mes pelles, ce genre de personnes quoi. Bref, une catégorie de personnes qui ont apprécié le film, mais ne se sont pas rendus compte que leur interprétation était faussée. Parce qu'ils sont tellement imbus d'eux-mêmes que quand ils voient Cadmerade passer pour un débile parce qu'il comprend pas le ch'ti, et même pour eux, l'humour, ça vient tout simplement de l'accent bizarre des ch'tis. Genre, ils parlent pas correctement français, ces gens de petits peuples, vous êtes mignons, voilà des cacahuètes. Et suffit de voir tous les sketchs qui tournaient autour du succès des ch'tis, qui eux par contre reposaient sur le parler ch'ti. Oh bah bougez pas, faut mieux appeler les secours. Votre mâchoire, vous êtes blessé là? Hein? Vous avez mal quand vous parlez là, non? Votre mâchoire, ça va là?
Non, j'ai mal à la dessus, c'est tout. Un des pires exemples, c'était dans Les Guignols. Une série de sketchs durant le festival de Cannes où, en gros, ils refaisaient des scènes de films qui avaient été sélectionnés à Cannes, vous savez, Pulp Fiction, E.T., Cyrano, et à chaque fois, la chute était la même. Parce que durant le festival de Cannes, ils expédiaient tout le temps leurs blagues moisies pour profiter de la plage. Et cette chute, c'est un personnage par le ch'ti. Ch'ti de Roubaix, monsieur? D'un schnorr, hein? Je suis navré. Je suis de Boulogne-sur-Mer, mijote. Et à la fin, la maman de Danny Boone débarque pour leur dire: allez hop, c'est l'heure de manger. Il y en a un qui va mettre le table, hein, puis va rentrer le linge, et va dracher. Sketch tout pourri dont je comprends même pas le sens. Je veux dire, c'est quoi le message que ces films seraient mieux s'ils avaient l'accent ch'ti, que Bienvenue chez Ch'ti va devenir un modèle chiant pour des tas d'autres films? Je veux dire, de toute façon, c'était le début de la fin pour les Guignols déjà à cette période. Hein. Malheureusement, ils étaient encore très loin de leur euthanasie nécessaire qui est arrivée que dernièrement. Hein. Presque 10 ans de souffrance inutile, quoi, merde. Et du coup, en voyant tous ces gens qui pensaient que dire Bilout et parler ch'timi était drôle, forcément, ça donne l'impression que l'humour venait de là. Et tout le monde a compris que le film se moquait des ch'tis. Vous imaginez un film entier dans lequel le seul ressort humoristique serait d'avoir un accent débile? Et je comprends la critique, seulement elle est mal focalisée, parce que le problème ne vient pas du film, il vient de tous ces intolérants qui utilisent le film pour renforcer encore plus les clichés. Alors que le film, il fait tout le contraire, quoi. Il te montre que ces clichés n'ont pas de raison d'être, que les ch'tis qui vivent à Berck, c'est vraiment de chouettes gens avec une chaleur humaine, voilà. Hein? Mais qu'est-ce que... Désolé MJ, mais t'es pas le mieux placé pour en parler. De quoi vous parlez? Vous êtes qui d'abord? Déjà, t'oublies un point important, le ch'ti n'a rien à faire à Berck. Pardon? Le Nord ne se résume pas au ch'ti. Ok, petit point géolinguistique, sors tes cartes. Ok... Ah non, pardon, par carte tu voulais dire, excuse-moi. Le Nord-Pas-de-Calais a longtemps été divisé en plusieurs territoires, qui servent aujourd'hui de nom aux communautés de communes. Et faut savoir que notre région, c'est comme l'Alsace-Lorraine avec l'Allemagne. Elle a passé son temps à faire le yo-yo entre la Belgique et la France. Si vous l'ignoriez, en Belgique on parle principalement deux langues. Le français en Wallonie à l'est, et le néerlandais en Flandre à l'ouest. Il y a aussi une petite partie qui parle allemand, mais ce n'est pas le sujet. La France a aussi eu sa Flandre pendant un temps. C'est une petite zone située le long de la frontière belge. Et comme la Belgique, elle était divisée en deux. À la frontière wallonne, on trouve la Flandre romane, où on parlait roman, puis picard, puis français, et à la frontière flamande, on trouve la Flandre maritime, ou Flandre flamagante, dont la langue est le flamand de France, un dérivé du néerlandais. Au milieu de tout ce bordel est arrivé le ch'ti. Argonné dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, d'un mélange de picard et de langue d'oeil, il a fini par occuper toute la région, même la Flandre. Non. La Flandre flamingante résiste encore et toujours à l'envahisseur ch'timi. Ça a conduit à une cohabitation du ch'ti et du flamand dans notre belle région. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la ville de Berck est située dans ce qui était la Flandre flamingante. Dans mon entourage, tout le monde a bien reçu le film parce qu'on y voyait un moyen de, quand même de promouvoir la région, même si il y a des points positifs, des points négatifs. Et aussi la question de la question qui est intéressante de la localisation de cet accent, parce que il y a certainement des gens qui du coup pensent que l'accent ch'ti est à Berck, et ils arrivent ici, ils voient que tout le monde parle normalement. Ils voient les gens parler flamand, ils se disent oui, voilà, on s'est trompé de Berck. C'est ça, oui, donc il y a cette question de la localisation purement géographique de cet accent. Ouais, il a un petit peu triché, quoi. Oui, c'est ça. Beaucoup triché. Voilà. Puis bon, après c'est vrai que derrière ch'timi, en fait, on confond beaucoup de choses. On confond le picard, le ch'ti de Calais et le ch'ti, parce que du coup, je viens de Calais, le ch'ti de Calais et le ch'ti de Dunkerque, c'est pas le même. Des fois, il y a des mots. On se comprend plus ou moins parce qu'il y a le sens. Il y a un petit peu de racine, quoi. Voilà, il y a un petit peu de racine, mais en soi, c'est un langage différent, quoi. Et d'un point de vue nordiste, et du coup, j'en parle tout de suite, c'est que retrouver Berck en tant que ville ch'ti, c'était un peu étrange parce que Berck, avant le film, on ne parlait pas ch'ti. Par contre, depuis, ils se sont mis au ch'ti parce qu'ils ont trouvé un intérêt commercial certain. De base, c'est un patois qui est parlé par des personnes qui sont plus âgées. Moi, toi, tu parles patois, c'est comme ça, mais moi, j'ai toujours parlé bien français, et de temps en temps, avec mes grands-parents ou avec mes parents, de temps en temps, on parle ch'ti. Mais c'est pour ça, c'est la scène où, par exemple, Anne-Marie Vin parle à son copain en ch'ti. Moi, j'ai trouvé ça aberrant. Les jeunes entre eux ne parent pas vraiment en ch'ti, à part peut-être dans là où t'habites. C'est vraiment les petits vieux qui se parlent comme ça. Anne-Marie Vin vraiment me dérangeait parce que elle faisait un accent ch'ti, elle faisait de son mieux, mais une personne jeune ne parlait pas réellement ch'ti comme ça, quoi. C'est pas assez répandu pour que des voilà, jeunes... c'est pas assez répandu, c'est vraiment un patois qui est daté.
et qui est vraiment plus parlé aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est vraiment depuis Bienvenue chez les Ch'tis que des gens parlent du ch'ti, mais c'est oui, vraiment voilà, parce que la télé-réalité et tout, voilà. Ça aussi, voilà quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, nous c'était dans le patelin de Crémarais, donc c'était une toute petite bourgade de genre 800 habitants. Et en fait, tout le monde parlait patois dans bourgade, mais dès qu'on sortait du village, bah il y avait quasiment plus de patois. Hein. C'était juste que vu que j'ai habité toute ma vie dedans, bah j'étais baigné dedans, du coup je comprenais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un parler patois, je suis étonné. Je le croise quasiment plus. Même mes parents ne parlent plus patois. Pourtant, ils se sont baignés dedans, quoi. Donc son argot majoritaire, tout comme Dunkerque ou Hazebrouck, devrait être le flamand, pas le ch'ti. D'ailleurs, comme toutes les villes précédemment citées, la ville de Bergue tient son nom du flamand. Attends. Comment vous savez tout ça, vous? Nous le savons, car nous sommes le... Vous êtes fan de Five Nights at Freddy's? Quoi? Mais t'es con, la chronique de Five Nights at Freddy's, c'est FNAF! Je sais pas, ça y ressemble, je trouve. Bref, je suis né et j'ai grandi dans le Nord, dans un petit village à côté d'Hazebrouck. Quand le film est sorti, je suis allé le voir avec toute ma famille au cinéma du coin. La salle était pleine à craquer, comme si toute la ville s'était déplacée pour le voir. C'était un événement considérable pour la région, mais teinté de ressentiment côté flamand. Car le film a provoqué une mode du ch'ti, pour le meilleur mais surtout pour le pire. Quand j'étais enfant, j'avais une boîte à meux qui faisait « Eh, salut Biloud, ça va hein ?» Si l'éclatage sur mur était d'un sport, elle détiendrait le record mondial. Ils ont utilisé des stéréotypes du postier gentil un peu bourré quand il s'arrête chez les gens, du mec qui arrive dans la région et qui a du mal à s'intégrer. Donc après c'est des caricatures. Est-ce que c'est des facilités scénaristiques, je pense, pour l'histoire, mais que du coup c'est vrai qu'on occulte les individus, on occulte, comme vous dites, l'histoire. C'est vrai qu'ici, là, à 10 minutes en voiture, il y a Dunkerque, il y a le film de Christopher Nolan, en Dunkerque. Enfin, je veux dire, d'un point de vue historique, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que, c'est juste, c'est très caricatural, quoi. On reste là-dedans au niveau des personnages et de l'histoire qui est racontée. Au bout d'un moment, peu importe pourquoi on se moque de vous, du moment qu'on se moque de vous. Oui, voilà, c'est ça. Plus largement, le film a contribué à faire du ch'ti la langue régionale du Nord, projetant son ombre sur le flamand qui lutte pour sa survie depuis 1853. Année où l'Académie de Lille a mis en place l'interdiction de l'enseigner. Ah ouais, il faisait pareil en Corse d'ailleurs. Pas étonnant. Certes, le ch'ti et le picard ont aussi subi cette interdiction, mais pour autant ces deux langues, surtout la dernière, restent très représentées dans la culture française. Ce sont des cas isolés, mais ça fait déjà bien plus d'exemples connus que pour le flamand. Même avec la page Wikipédia sous les yeux, je ne pourrais pas vous citer d'exemples qui vous parleraient. Heureusement, il existe des associations comme le Comité flamand de France qui œuvrent pour l'étude, la sauvegarde et la mise en valeur de la culture flamande. Elle organise des cours de langue, fait la promotion de plusieurs lieux culturels flamands et gère un fonds de documentation. Et au-delà de ça, de nombreux lycées du Nord proposent en option des cours de néerlandais. Malheureusement, les lycées n'ont droit de donner ce cours qu'1 heure par semaine. Un peu dommage pour une région frontalière à la Belgique. Ah oui, mais encore pareil qu'en Corse. Sauf qu'on m'imposait des cours de langue corse à mon époque. Et du coup, tu sais parler corse? Non. Ouais, moi aussi j'ai honte. En même temps, c'est jamais cool d'être forcé. Malheureusement, toutes les initiatives du comité se limitent au nord et au reste des Hauts-de-France. La culture flamande n'a jamais eu l'occasion de rayonner au niveau national comme le ch'ti. D'ailleurs, sa seule présence dans Bienvenue chez les Ch'tis se résumera à une blague de Danny Boone. Il y en a même qui parlent flamand ici. Ailleurs de flamme, c'est assez le matanders. Ah bah je vais m'amuser moi. Mais bon, on peut s'estimer heureux qu'il ne se soit pas acharné sur les flamands comme à son habitude. Ah bah oui, c'est du flamand. Hein. Ce sketch a été joué dans toute la France, puis a été gravé sur DVD. Paye au rayonnement culturel. Le problème majeur de ce film, c'est que c'est pas un film sur le Nord. C'est un film sur le Nord de Danny Boone. Il a grandi à Armentières, ville qui certes a été flamande pendant un temps, mais qui était déjà ch'ti au moment où il est né. Ce sont les coutumes de sa famille et de sa ville qu'il a retransmis, que ce soit dans ses spectacles. N'oublie jamais tes racines, Cho. Ah, n'oublie jamais, rappelle-toi tout de suite. T'es d'Armentières, pauvre et fier. Ou dans son film. Mais alors, on peut s'interroger sur le choix de la ville de Bergue. Puisque Danny Boone est ch'ti et qu'il a principalement grandi à Armentières, tourner son film dans sa ville natale aurait sûrement été plus judicieux. De plus, si le film avait été tourné là-bas, il y aurait moins ce souci d'invisibilisation du flamand. Eh bien, il faut savoir que si Danny Boone a choisi Bergue, c'est parce que son grand-oncle, Adabel Carrière, a été carillonneur au Beffroi de Bergue pendant 65 ans, et que ce dernier fait partie des hommes qui l'ont inspiré. Il était donc tout naturel que le film se déroule à Bergue. C'est vrai que Bergue, je trouve qu'elle n'a pas été totalement et correctement exploitée dans le film. Parce qu'ils ont montré principalement la ville même, alors que quand on voit les remparts qu'il y a aux extérieurs, la tour qu'il y a sur les, qu'on a ici, c'est vrai qu'à part le carillon. Et encore, quand on sait que dans le film, c'est même pas l'intérieur du carillon, mais même pas celui de Bergue. Bon, par contre, on m'enlèvera pas de l'idée qu'il y avait plus proche que le Vieux-Lille pour trouver un restaurant typique du Nord. Sérieux, la région autour de Bergue grouille des Saminais avec des décors plus charmants les uns que les autres. Mais bon, faut croire qu'on peut pas faire un film sur le Nord sans glisser une carte postale de Lille. Attends, quoi?
Bah ouais quoi, c'est complètement con de faire presque 1 heure de route juste pour manger des chicons. Oh putain. Quoi? Attends, je reprends le signal à l'instant, tu permets? Non mais oh, j'ai pas fini. Vite, reprends la caméra, voilà. Je viens de comprendre un truc. Putain, j'ai été con. Le film, c'est une pub touristique. S'il vous plaît, aidez le Nord-Pas-de-Calais. Le sketch dont est inspiré le film commence sur Danny Boone qui supplie de soutenir sa région, le Nord-Pas-de-Calais. L'été prochain, partez en vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est génial, vous verrez, juillet-août, y a personne. Même nous, on s'en va. Ça avait l'air d'une blague sur le moment, mais quand on voit le film qu'il en a fait et le résultat à niveau touristique et commercial, ouais, le film ressemble plus à une gigantesque pub touristique. Le Nord-Pas-de-Calais, venez voir ces magnifiques villes comme Bergues, admirez le beffroi, profitez de ses maroilles dans la chicorée, sa chaleur humaine et sa plage. Vous n'en avez pas marre des mers bleu turquoise? Ça vous dit pas une belle mer gris-marron à perte de vue? Le Nord-Pas-de-Calais, prévoyez votre voyage sans le décaler. Ah putain, on me paye pas assez pour trouver un meilleur jeu de mots, ok? J'imagine que les représentants du Nord-Pas-de-Calais ont insisté auprès du comique populaire venant du Nord, le porte-étendard vivant quoi, de profiter de sa notoriété pour arranger la région qui n'attirait pas beaucoup avant, et que Danny Boone a accepté parce qu'il était fier de la région où il a grandi et qu'il avait une certaine fascination pour la chaleur du Nord qu'il voulait partager. En vrai, le film il a eu beaucoup d'impact pour Bergues, parce que ça a permis de développer la visite de Bergues justement, mais quand on en voit que 10 ans après, je crois que c'était en 2008 le film. 2008, ouais, il est sorti en 2008. Que 10 ans après, il y a encore des visites dans Bergues pour le film. Là encore actuellement il y a encore le Ch'ti Tour, oui d'accord. J'ai regardé il y a pas longtemps, ça se fait au moins 2 fois par semaine, le week-end. Bah, c'est l'avantage quand on pète le box-office, c'est que du coup, forcément, on intéresse toujours les gens des années après, quoi. En 2008, j'étais à Paris quand j'ai découvert le film, et j'ai brigadé quelques-uns de mes collègues pour leur faire découvrir ma région, et je m'en suis bien servi pour leur donner envie de venir. Peut-être qu'il a fait mal, peut-être que c'est contre-productif de casser les clichés du Nord pour en créer de nouveaux plus naïfs, et peut-être que limiter ça à un chouette décor et un accent, et de pas plus profiter de la culture du Nord, est problématique. Et que c'est un petit peu con de faire un film dans le Nord et de pas être plus ambitieux que de dire oh, regardez c'est le Nord. Je veux dire, le Seigneur des Anneaux a beaucoup aidé au tourisme de la Nouvelle-Zélande, mais au moins on a fait 6 super films qui se suffisent à eux-mêmes dans la foulée. Mais je continue à croire qu'il avait une intention sincère. Danny Boone, il a fait énormément de bien au Nord, ce serait horrible de le renier pour ça, justement, au contraire. Après, il y a des gens qui se plaignent de son expatriation. Le fait qu'ils vivent pas dans la région, qu'ils vivent aux États-Unis, parce que c'est son besoin, parce que c'est sa carrière professionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a quelques gens qui font remonter ça. Pour mon avis, je m'en fous, il vit la vie qu'il veut. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui pointent du doigt cet aspect-là. Mais après, il est profondément attaché au Nord, hein. Ça se voit dans ses films, ça se voit dans ses sketchs. Et je comprends un petit peu le souci de ceux qui vivent dans le Nord. Moi, par exemple, je suis corse. Voilà, une autre région victime de pas mal de clichés. Et du coup, quand je le fais remarquer à certaines personnes, il arrive que je tombe sur 1 ou 2 personnes qui me demandent du coup, Astérix en Corse et l'enquête corse, vous l'avez pas trop mal pris, j'espère. Mal le prendre? Mais on kiffe Astérix en Corse et l'enquête corse, mec! Je veux dire, c'est justement parce qu'on kiffe l'enquête corse que c'est la seule bande dessinée de Jack Palmer qu'on connaît! Ah bah oui, Jack Palmer, c'est une série de bande dessinée, tu le savais pas? Voilà, tu pensais que c'était juste l'enquête corse? Eh ben non, c'est Jack Palmer, seulement tu retiens l'enquête corse que grâce à nous. Et non seulement on a kiffé le film l'enquête corse, au point d'en faire un événement quand il est sorti chez nous, non seulement on a kiffé Astérix en Corse, mais on a traduit Astérix en Corse en langue corse. Oui, on l'a fait. Si vous allez en Corse, allez dans n'importe quelle librairie, vous tomberez forcément sur un exemplaire d'Astérix en Corse. Je crois même qu'il y a une loi secrète qui dit que toutes les bâtisses en Corse doivent avoir un exemplaire d'Astérix en Corse. On est fiers de ces œuvres car ils ont compris la Corse. Ils ont compris un archétype de Corse dans lequel on s'identifie avec amour-propre et autodérision. Le Corse fier, droit, qu'il faut pas chercher sinon il te fera chier jusqu'à ce que tu deviennes fou. Le mec qui valorise la sieste et méprise ceux qui respectent pas son repos. Le mec qui s'accroche à ses valeurs familiales et protecteur de leur sœur en leur empêchant de fréquenter d'autres mecs tout en imposant pourtant l'idée qu'elles sont les plus belles. Bon, moi je l'ai jamais fait parce que ma sœur est une mais voilà, on aime ce stéréotype. Car il nous montre un peu comme des gens têtus mais badass en somme. Et le stéréotype du ch'ti, j'imagine qu'il n'a pas cette même fierté car il paraît trop naïf, voire bené pour certains. Mais surtout, ça montre le Nord se conformer au tourisme. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître.
Là où les Corses se défendent contre le conformisme, ils défendent leur culture, leur tradition et même leur langue contre la conformité continentale. Bienvenue chez HT, bien qu'appelant à des valeurs plus simples, appelle à accueillir plus de monde, non pas par un partage mutuel de valeurs, mais pour le simple plaisir immédiat des touristes qui voient leur simplicité comme un divertissement qui encourage leur snobisme. Ça pourra jamais être pire qu'un rose. Et là, au moins, y a la pluie qui rafraîchit. Ça fait beaucoup d'extraits d'Astérix et le domaine des dieux tout d'un coup. C'est pas bon signe quand ce film est comparable à un plan machiavélique de Jules César pour vaincre l'adversité. T'es sournois, fourbe et calculé. Tu devrais avoir honte. Tu sais, on essaie des trucs, hein. Et c'est en fin de compte le vrai problème de Bienvenue chez Ch'ti et son impact. Le conformisme a une vision de la France plus simple, digeste et confortable. Comme tous les putains de gros succès français. Ouais, c'était bien l'école des années 20 où les profs avaient le droit de taper des élèves. C'était le bon temps. Et les noirs, au lieu de faire des tags et d'écouter du rap, pourquoi vous aidez pas les pauvres riches blancs et écouter plus de musique classique et admirer du vrai art? C'est mieux que les merdes américaines comme Pleasantville là. Pourquoi vous vous mettez à la couleur? La vie était bien mieux en noir et blanc. La vie était plus plaisante avant que les gens de couleur débarquent. Le monde change. Le monde change. Ouais, les gens changent. Ils peuvent redevenir comme avant. Je ne dis pas que ces films sont fondamentalement mauvais, ni même que c'est leur vrai message, hein. Encore une fois, je continue à dire que Danny Boone avait de très bonnes intentions. Ce que je dis, c'est que leur succès est dû à un idéal de conformisme. Et je comprends le charme et la nostalgie des petites régions. Voilà, c'est cette simplicité de la vie qui fait qu'on n'a plus à s'inquiéter des problèmes de la vie. Le problème, c'est que c'est pas avancé, ça. C'est reculé. Et nous avons tous besoin d'avancer. Ici Michael J, chef du bureau des polémiques débiles et présentateur de Fermez-la, qui vous dit « Profitez du passé, ça a du bon, mais avancer dans l'avenir, c'est nécessaire. Avançons ensemble, voulez-vous ?» Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-la.